Mon médecin m'a dit le printemps dernier que ma tension artérielle était meilleure que celle de la plupart de ses patients quinquagénaires. Il l'a dit comme si c'était un miracle, comme si j'étais tombée par hasard dans une vie qui n'était pas censée être la mienne. Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et je veux te raconter quelque chose à ce sujet. Pas parce que j'en suis fière, exactement, mais parce que je me souviens d'avoir 65 ans et de penser que c'était déjà trop tard, que j'avais fait trop de mauvais choix, mangé trop de mauvaises choses, bougé trop peu pendant trop longtemps et que mon corps l'avait simplement noté et déposé sa plainte. Je me souviens d'avoir pensé, c'est comme ça qu'on se sent vieillir, lourd, lent, inévitable. Je me suis trompée là-dessus. Et je veux m'asseoir un moment avec toi et te raconter comment je l'ai compris. Ça a commencé l'année après la mort de Richard. J'avais 69 ans. Je vivais seule pour la première fois de ma vie d'adulte et je ne savais pas quoi faire des matins. Richard était toujours le premier levé. J'entendais ses pas dans la cuisine, le bruit particulier de la cafetière, ses pantoufles sur le linoléum. Et puis, quand il est parti, je me réveillais et la maison était silencieuse, complètement immobile. J'ai commencé à mal manger à ce moment-là. Pas de manière dramatique. Pas comme on parle de manger le chagrin dans les films. Comme quelqu'un debout devant le frigo à 2 heures du matin avec une fourchette et un gâteau. C'était plus discret que ça. J'oubliais de prendre le petit déjeuner. Je dînais de pain grillé parce que je ne voyais pas l'intérêt de préparer un vrai repas pour une seule personne. Je grignotais quelques biscuits et un peu de fromage à 10 heures du soir parce qu'il y avait quelque chose de solitaire à se coucher sans avoir mangé quelque chose qui ressemblait à un repas. Le poids a grimpé doucement, pas beaucoup, mais assez pour que mes genoux le sentent dans les escaliers. Assez pour que je sois essoufflée en allant à la boîte aux lettres certains matins. Je me disais que c'était le deuil, et en partie c'était vrai, mais pas tout. Ma fille Léa m'a appelée un après-midi. Elle était au milieu de sa frustration avec moi, ce qui n'était pas inhabituel. Et elle a dit « Maman, tu dois mieux prendre soin de toi. » Et j'ai dit « Je vais bien », ce que je disais toujours. Je n'allais pas bien. Je savais que je n'allais pas bien. Mais savoir une chose et en faire quelque chose sont deux compétences totalement différentes. Et à 69 ans, je n'étais pas sûre d'avoir encore la seconde. La première chose que j'ai essayé, c'était un régime, un vrai. Du genre où on élimine des choses. Ma petite fille cadette m'avait offert un livre là-dessus. Elle avait la vingtaine et était très enthousiaste à cette époque. Je ne me souviens pas exactement lequel c'était. Il y en a eu tant depuis qu'ils se sont tous brouillés dans ma mémoire comme des visages à une fête où tu étais trop fatigué pour prêter attention. Je l'ai suivi. J'ai mesuré les portions. J'ai tenu un petit carnet où j'écrivais ce que je mangeais, ce qui semblait correct et responsable, mais profondément sans joie. J'ai perdu un peu de poids. Je me suis sentie vertueuse. Je me suis aussi sentie affamée d'une façon qui n'avait rien à voir avec la nourriture. C'était la faim particulière de quelqu'un qui a supprimé le plaisir de ses repas et s'attend à ce que la volonté comble le vide. Après environ 3 mois, j'ai arrêté. Pas par décision. Petit à petit, le carnet est resté sur le comptoir. Les verres doseurs sont retournés dans le tiroir. Une nuit, je me suis fait une bonne tranche de pain de maïs parce que j'y pensais depuis 2 semaines et ça avait si bon goût que je l'ai mangé debout au comptoir de la cuisine dans le noir. Et j'ai ressenti quelque chose proche de la joie pour la première fois depuis des mois. Le poids est revenu. Tout et un peu plus, ce qui est la cruauté particulière de ce genre de régime. La deuxième chose que j'ai essayé, c'était un programme d'exercice. Ma voisine de l'époque, c'était quelques années avant que je déménage là où je vis maintenant,
avait eu une de ces cassettes d'exercice. Ça va sembler ridicule, mais c'était une femme à la télé en collant qui parlait avec un enthousiasme incroyable, et elle répétait sans cesse des choses comme « tu peux y arriver », avec une confiance qui semblait presque s'adresser directement à moi. Je l'ai essayé 3 matins de suite. Le 4e matin, je me suis réveillée et mes hanches étaient si douloureuses que je suis restée assise au bord du lit pendant 5 minutes entières avant de pouvoir me lever. Je veux être honnête là-dessus. J'ai ri. J'ai vraiment ri de moi-même, assise là sur le bord du matelas, en chemise de nuit, parce que l'humiliation d'être vaincue par une femme joyeuse en collant à 7 heures du matin était si totale qu'elle semblait la seule réponse appropriée. Ça va sembler ridicule, mais j'ai gardé la cassette. Je l'ai mise sur l'étagère de la chambre d'amis. Pendant des années, elle est restée là à côté de la boîte de décoration de Noël et d'un vieil annuaire, et chaque fois que j'ouvrais cette placard, je la voyais, et chaque fois je pensais « un jour ». Un jour est un mot que j'ai appris à méfier complètement. Je suis revenue à ne rien faire, ou presque rien. La vie ordinaire, un peu de marche, un peu de ménage léger, sans y prêter attention particulière. Mes genoux ont continué leur plainte. J'ai commencé à éviter les escaliers quand je pouvais. J'ai commencé à choisir la place de parking la plus proche de la porte au supermarché, ce qui se sentait comme une petite défaite personnelle à chaque fois. La 3e chose que j'ai essayée, c'était ce que je ne peux appeler que misère organisée. C'était des années plus tard, vers la mi-70. Mon médecin avait exprimé des inquiétudes, de cette façon prudente des médecins, sur mon poids, mes articulations et ma tension, et j'avais hoché la tête et accepté d'essayer quelque chose appelé programme structuré. Il y avait des rendez-vous, des brochures, un tableau sur mon frigo, quelqu'un au téléphone chaque semaine qui posait des questions d'une voix gentille qui me faisait pourtant sentir comme un enfant qui avait raté un examen. Je l'ai suivi un moment. J'ai mangé exactement ce qu'il me disait de manger, ce qui n'était pas terrible, mais avait toute la joie de manger des choses choisies par un comité. J'ai marché le nombre de minutes requis au jour requis. J'ai coché les cases. J'ai envoyé les rapports. Et la chose la plus étrange s'est produite. Mes chiffres se sont améliorés sur les tableaux. Et je me sentais pire. Pas physiquement. Physiquement, j'étais probablement mieux. Mais il y avait quelque chose dans la qualité programmée, surveillée, optimisée de tout ça qui me faisait sentir comme un projet géré, comme quelque chose à réparer plutôt que quelqu'un qui apprenait à vivre. J'ai arrêté. Encore. Le changement, quand il est enfin arrivé, ne ressemblait pas du tout à un changement. Il ressemblait à un après-midi de mercredi. Ça devait être il y a environ 6 ans. J'accompagnais Emma de l'école à la maison. C'était avant que les jours raccourcissent et que je doive faire plus attention sur le trottoir verglacé. Emma avait 8 ans alors, et elle avait une façon de marcher qui me rendait doucement folle. Elle s'arrêtait à chaque chose intéressante. Une fissure dans le trottoir, un papillon de nuit sur une boîte aux lettres, une feuille d'une couleur particulièrement belle. J'étais habituée à passer vite devant les choses. La plupart de ma vie, j'avais passé vite devant les choses. Cet après-midi-là, elle s'est arrêtée devant un jardin avec un rosier envahi. C'était octobre, donc c'était surtout des épines. Et elle a dit, sans drame particulier, « Madame Marguerite, pourquoi les roses gardent-elles leurs épines en hiver quand elles n'ont rien à protéger ?» Je n'avais pas de réponse. Nous sommes restés là un moment ensemble, à regarder ce rosier échevelé, et j'ai remarqué que je n'étais pas essoufflée, que la marche depuis l'école que je faisais depuis quelques semaines avait commencé à se sentir comme quelque chose que je faisais plutôt que quelque chose que j'endurais.
Je n'avais pas remarqué quand ça s'était passé. C'est ça la chose sur le corps que aucun tableau ne m'a jamais dite. Il ne se rétablit pas de manière dramatique. Il se rétablit comme la lumière du jour revient après l'hiver, si progressivement que tu ne peux pas pointer le moment où ça a commencé. Et puis un après-midi, tu te rends compte que tu n'es plus dans le noir. J'avais commencé à accompagner Emma à la maison à pied tous les jours. 30 minutes de marche, aller-retour, généralement à un rythme dicté par un enfant qui s'arrêtait pour des papillons de nuit. J'avais aussi, quelque part dans ces mois, arrêté de manger tard le soir. Pas parce que je suivais un programme, parce que j'avais commencé à me coucher plus tôt, dormant mieux, me réveillant avec quelque chose de plus proche d'un appétit le matin. Les biscuits de fin de soirée ont simplement cessé. Pas par discipline, par ne plus être éveillé pour eux. Et j'avais, à un moment que je ne peux identifier précisément, arrêté de manger de la viande. Ça s'est passé progressivement aussi. J'ai continué à manger du poisson. J'ai toujours aimé le saumon, la façon dont on peut le cuire simplement et qu'il ait encore un goût qui vaut la peine. Mais le bœuf a commencé à me sembler lourd d'une manière qui ne me convenait pas. Puis le poulet a perdu son attrait et un jour je me suis rendu compte que j'étais passé 6 semaines sans viande du tout et qu'elle ne me manquait pas. Je mange beaucoup de légumes maintenant, beaucoup de fruits. Je les coupe au début de la semaine, juste comme cette femme de la vidéo l'avait suggéré il y a toutes ces années, ce qui me fait rire de me le rappeler. J'ai de la bouillie d'avoine la plupart des matins avec le fruit de saison. J'aime les œufs, j'aime le poisson. J'aime les grains entiers, les légumineuses et la soupe. Je ne compte rien, je ne mesure rien. Je n'écris rien dans un carnet. Je mange de la vraie nourriture, surtout. J'arrête quand je suis rassasié, surtout. Je ne mange pas après 8 heures du soir, surtout. Surtout est un mot en lequel j'ai appris à faire plus confiance qu'en parfaitement. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant, parce que je veux te parler de quelque chose qui est sorti de tout ça, quelque chose dont je suis vraiment fière, ce que je ne dis pas facilement. Mon petit-fils, il s'appelle Daniel, c'est le sérieux, celui qui était toujours sur l'ordinateur, a commencé à regarder mes vidéos, a commencé à me poser des questions sur ce que j'avais appris, sur comment j'avais compris. Pas seulement sur la nourriture, mais surtout sur vieillir et rester dans sa propre vie au lieu de s'en retirer. Et un après-midi, il y a environ 1 an, il m'a appelé. Il a dit « Grand-mère, ça ne devrait pas rester juste en vidéo. Les femmes ont besoin de la voir sur leur téléphone. Quelque chose qu'elles peuvent vraiment utiliser tous les jours. » Il a passé 2 semaines entières à travailler tard chaque soir, à créer ce qu'il a appelé l'app Liberté. Tout ce que j'avais appris. Tout ce que j'aurais voulu qu'on me dise à 69 ans quand je mangeais du pain de maïs dans le noir au comptoir de la cuisine en pensant que c'était trop tard. Elle a des check-ins quotidiens, des rappels doux pour les médicaments, parce que je sais à quel point c'est facile d'oublier quand on gère ses journées seul. Une routine personnalisée, pas une routine de comité, pas une routine de brochure, quelque chose qui s'adapte vraiment à la vie d'une femme de plus de 60 ans. Des exercices cérébraux qu'un ami médecin de Daniel a aidé à concevoir, parce que garder l'esprit actif n'est pas séparé de garder le corps actif. Des mouvements simples, rien comme cette femme en collant, je te le promets, qui prennent quelques minutes et aident vraiment. Elle a des guides pour bien dormir, bien manger, pour construire ce petit réseau de personnes qui rend la vie vivable quand on est seul. Pour poser des limites aux membres de la famille qui veulent du bien, mais ont parfois besoin de s'occuper de leurs affaires. Et elle a quelque chose que Daniel appelle la compagne Marguerite, une façon de me parler, à n'importe quelle heure, de ce que tu portes. Des femmes m'écrivent à ce sujet.
Une femme nommée Patricia, 75 ans, m'a écrit qu'elle se réveillait anxieuse tous les matins depuis des années et qu'avoir une vraie routine à suivre, douce, vraiment conçue pour son âge, lui avait rendu ses matins. Une femme nommée Ruth a écrit que les rappels de médicaments avaient déjà rattrapé 2 doses qu'elle aurait manquées et que sa fille avait pleuré quand elle lui a raconté. Dorothée, 80 ans, a écrit qu'elle avait perdu 7 kilos sans rien de dramatique, juste en mangeant de la vraie nourriture, en bougeant un peu plus chaque jour, en dormant mieux, et que son médecin lui avait demandé ce qu'elle faisait de différent. Je lis chaque message. Je les lis lentement. Mes enfants, certains d'entre eux, ne sont pas contents. Mon fils David m'a appelé le mois dernier, le pratique, le consciencieux David, et a dit très poliment qu'il trouvait ça embarrassant, qu'une femme de 83 ans sur Internet n'était pas digne, que je devrais, comme il l'a dit, faire mon âge. Je lui ai dit que faire mon âge est exactement ce que je fais. Que si faire mon âge signifie rester dans ma propre vie, faire quelque chose d'utile et aider des femmes qui sont exactement là où j'étais il y a 6 ans, alors j'ai l'intention de continuer aussi longtemps que je pourrai. Le lien pour l'app Liberté est dans le commentaire épinglé. Ma famille me demande sans cesse de le retirer. Et certains jours, je me demande s'ils arriveront à faire pression sur Daniel pour le supprimer. Donc si tu la veux, trouve-la tant qu'elle y est. Mais je veux revenir au corps parce que je n'ai pas fini de te raconter. La marche est devenue quelque chose que je faisais tous les jours. Pas toujours loin, pas toujours vite. Certains jours, quand ma hanche est mécontente de moi, juste jusqu'au bout de la rue et retour. Mais tous les jours. Le corps remarque la constance d'une manière qu'il ne remarque pas l'ambition. J'ai commencé à faire quelque chose de simple le matin après la marche. Pas des exercices d'une cassette, pas un programme. Juste, je bouge, j'étire un peu. Je fais des choses avec les bras et les mains pour les garder actives. Une amie d'il y a des années l'appelait « mouvement avant le café ». Et c'était la femme de 80 ans la plus souple que j'ai connue. Donc j'ai écouté. La chose la plus importante, et je veux le dire avec précaution, parce que je ne veux pas que ça sonne comme un conseil, je veux juste dire ce que j'ai remarqué. La chose la plus importante, c'était les matins. Ce que tu mets dans le matin devient la journée. Longtemps après la mort de Richard, mes matins étaient juste son absence, la cafetière sans son bruit particulier, le silence. Je restais au lit et laissais le silence peser sur moi jusqu'à ce que je doive me lever. Maintenant, quand je me réveille, et ça s'est passé lentement, je ne l'ai pas décidé, la première chose que j'essaie de trouver, c'est une chose pour laquelle je suis reconnaissante. Juste une, spécifique. Pas « je suis reconnaissante pour ma santé » ou pour mes petits-enfants. Quelque chose de petit. La lumière qui passe par le rideau à un certain angle. Le café encore chaud. Le fait que mes jambes sortent du lit sans protester. Ça semble simple. C'est simple. Mais simple n'est pas pareil à facile. Et facile n'est pas pareil à sans valeur. L'esprit et le corps ne sont pas, dans mon expérience, des choses séparées qui vivent dans la même maison. C'est la même chose, vue sous 2 angles différents. Quand j'ai commencé à bouger plus, mon humeur a changé. Quand mon humeur a changé, j'ai fait de meilleurs choix alimentaires sans essayer de faire de meilleurs choix alimentaires. Quand j'ai mieux mangé, j'ai mieux dormi. Quand j'ai mieux dormi, je me suis réveillée avec plus de patience pour la journée. Quand j'avais de la patience pour la journée, j'allais plus loin. Ça tourne en rond. C'est ce que personne ne m'a dit quand j'avais 65 ans et que je pensais que c'était trop tard, que ça tourne en rond et tu peux y entrer par n'importe quel point. Je pense à la femme que j'étais à 69 ans, mangeant des biscuits seule dans la cuisine, disant à sa fille qu'elle allait bien quand ce n'était pas le cas. Je veux être prudente ici,
parce que je ne suis pas à la fin de l'histoire à te dire que tout s'est parfaitement passé. Ma hanche a une plainte particulière les matins froids. Ma mémoire, qui était fiable, égare parfois des choses comme on égare ses lunettes de lecture, frénétiquement, inexplicablement, puis elles réapparaissent sur ta tête. J'ai 83 ans. Il y a des choses que mon corps ne peut plus faire comme à 60, 50, 40 ans. J'ai fait la paix, surtout avec ce que ce stade exige de moi. Mais le printemps dernier, quand mon médecin m'a parlé de ma tension, j'ai pensé au rosier en octobre, à rester sur un trottoir avec un enfant qui n'avait nulle part ailleurs où être, posant une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. À comment quelque chose commençait cet après-midi-là que je n'ai pas reconnu comme un début. Le corps tient les comptes, dit-on, mais il tient aussi les bons scores. Chaque repas décent, chaque marche du matin, chaque heure de vrai sommeil, c'est tout là-dedans qui s'accumule. Pas de manière dramatique, pas sur un tableau que j'ai rempli, juste tranquillement faisant son travail, comme les choses le font. Il y a une qualité particulière à la lumière d'automne tôt le matin. Je la remarque depuis 83 ans et je ne m'en lasse pas. Elle entre par la fenêtre en angle bas et tombe sur des choses ordinaires, la table de la cuisine, le dossier d'une chaise, un bol de fruits attendant d'être mangé, et les fait ressembler à un tableau. Je mange ma bouillie d'avoine dans cette lumière la plupart des matins maintenant. Il y a quelque chose à être reconnaissante pour une petite chose ordinaire, un bol de fruits, une fenêtre, un matin qui est simplement là, qui ne diminue pas avec le temps. Ça grandit, comme tout ce qu'on pratique. Je ne le savais pas à 69 ans. J'aurais aimé le savoir. Mais je le sais maintenant, et maintenant est ce que j'ai. La liberté est dans le commentaire épinglé quand tu es prête. Ma famille pourrait avoir gain de cause un jour, alors ne tarde pas trop. Merci de t'être assise avec moi aujourd'hui. Reviens si tu veux. Prends soin de toi, quoi que ça signifie pour toi.